À voix haute, à bas bruit, un podcast de l'association Père Aidance Montpellier. Bonjour à toutes et tous. Ce podcast est un lieu de libération de la parole des concernés par la psychiatrie et les troubles psychiques. Nous souhaitons déstigmatiser et avoir le point de vue de celles et ceux qui se retrouvent exclus. Ce sont des témoignages et des échanges pour nous reconstruire et affirmer nos existences. Nos propos sont subjectifs et ne prétendent pas refléter une vérité absolue. Nous vous prévenons que certains moments de ce podcast peuvent être délicats à écouter et déclencher des réactions émotionnelles. Nous espérons que ce podcast vous inspirera ou vous donnera des informations sur les troubles psychiques et nous vous souhaitons à tous une très bonne écoute. Épisode 2, crise et rechute. Justine va nous partager ses bonnes ou mauvaises expériences en hospice. Alors, on va découvrir ça. Expérience négative. Une fois, je n'arrivais plus à bouger la tête à cause des médicaments. Et par miracle, une soignante est venue vers moi, m'a demandé comment j'allais et m'a proposé de prendre un bain chaud pour me détendre. Ça m'a fait beaucoup de bien de voir qu'au moins une personne se souciait réellement de mon bien-être. Plus tard, pour me distraire, elle m'a proposé d'aller ensemble cueillir des tomates dans le petit potager. Une chose qui m'a surprise, c'est la cohésion qu'il y avait entre nous, les patients, qui partageaient le même quotidien. Quand l'un ne se sentait pas bien, un autre pouvait lui remonter le moral et vice-versa. Maintenant, des mauvaises expériences. Quand je n'allais pas bien et allais toquer au bureau des soignants, ils n'ouvraient que rarement. Quand j'avais des doutes ou des peurs, au lieu de me rassurer par la parole, les soignants me donnaient systématiquement des médicaments qui m'assommaient et étaient désagréables à supporter. J'étais certes calmée, mais que temporairement, et les angoisses finissaient toujours par revenir, ce qui finissait par devenir un cercle vicieux. Quotidiennement, nous faisions la queue dans le couloir pour prendre des médicaments, dont on ne disait ni le nom ni le dosage. Et quand je me sentais trop vaseuse à cause du médicament, on me disait que c'était comme ça, parce que j'étais dans un secteur fermé, et que par conséquent, je n'avais pas le choix de diminuer ou changer de médicament. Voilà pour le témoignage de Justine. Donc moi c'est Léo, je vais répondre à la question « Comment avez-vous vécu les différentes hospitalisations ?» Ben moi, ma première hospitalisation, j'avais 17 ans et demi. On m'a gardé 6 mois. Et je l'ai plutôt... Au début, j'étais vraiment dans un délire parano. Du coup, j'avais un peu du mal. Mais je me sentais quand même bien en hospice. Puis comme j'étais mineur, j'étais dans un service spécial avec d'autres ados. Donc c'était un peu la colonie de vacances. Sauf qu'à la place des bonbons, on avait des médicaments. Et je suis resté 6 mois du coup. J'ai été stabilisé, je pense, au bout d'un mois. Et après, j'ai eu d'autres hospitalisations, j'en ai eu 1, 2, 3 mois, où j'avais fait la demande et en sortant de là, j'ai eu des antidépresseurs. Une autre fois, 1 mois, et la dernière, elle a duré seulement 10 jours. Donc ça va, c'est de moins en moins long et j'ai toujours été en accord et dans l'acceptation avec les soins, où j'ai toujours su que c'était bénéfique et du coup, voilà. Alors moi c'est Alice. Donc la question c'est qu'avez-vous essayé comme traitement ? Pour quelle efficacité ? Quels effets secondaires ? Donc la question elle implique qu'on parle de traitement médicamenteux. Donc je vais d'abord répondre sur ce thème-là. Alors à la suite de ma première hospitalisation en 2016, j'ai eu notamment du Risperdal, donc un neuroleptique. Donc il y a différentes classes de médicaments, je ne vais pas tout expliquer, mais les neuroleptiques viennent contre les symptômes dits psychotiques, donc les délires, les hallucinations, et ils peuvent être de fond ou ils peuvent être temporaires, dans le sens où les temporaires sont très sédatifs et agissent tout de suite, alors que les traitements de fond sont là pour être à beaucoup plus long terme et supposément avec moins d'effets secondaires. Sauf donc j'avais pas uniquement donc, du Risperdal, j'avais une sorte de package. Et il s'est avéré que j'avais eu des effets secondaires très forts. Donc je vais pas tous vous les citer, mais à peu près toutes mes fonctions physiques
ne fonctionnait plus. Je ne pouvais plus lire parce que mes yeux voyaient trouble. Je ne pouvais plus beaucoup parler parce que je bégayais énormément et que je n'avais plus de salive. Je ne pouvais plus attraper un stylo ou écrire parce que j'avais des tremblements très forts dans les mains, notamment. Je vous passe les questions de la digestion. Et lorsque j'ai consulté ma psychiatre à l'extérieur, après donc l'hospitalisation, je lui ai donné tous ses effets secondaires et à chacun, elle me répondait que c'était comme ça, ou que c'était pas grave, ou que ça allait passer. Et lorsque je lui ai parlé de mon aménorrhée, donc absence de règles, là, elle a regardé son énorme cahier des traitements, des effets secondaires, et elle m'a dit qu'il allait falloir que je fasse des tests. Et il s'est avéré que j'avais donc une hormone, la prolactine, qui était extrêmement haute. Et elle a arrêté, du coup, les médicaments d'un coup. Je ne sais pas si c'était une faute professionnelle ou si c'était vraiment obligatoire. Toujours est-il que j'ai rechuté 10 jours après, de manière automatique. Donc par la suite, j'ai eu d'autres types de traitements médicamenteux. Aujourd'hui, j'en ai 2 différents. Un qui est toujours un neuroleptique de fond, qui s'appelle l'Abilify, et un qui est un thymorégulateur, donc un régulateur d'humeur, qui vient aussi, qui s'appelle la kétiapine, et qui vient plutôt jouer sur les symptômes, sur les symptômes de changement d'humeur qui ne sont pas désirables. Par exemple, chez moi, d'avoir beaucoup d'euphorie ou voilà, d'être très 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 en forme, trop en forme. Et j'ai plus vraiment d'effets secondaires, excepté l'Abilify qui me donne encore des contractions comme j'ai eu en fait depuis 2016. Ça me prend dans la nuque, ça me prend dans donc les cervicales et ça me prend à la mâchoire et la langue. Et ça se raidit et quand c'est la langue, je peux plus parler, quand c'est la nuque, je peux plus avoir la tête droite. Et donc j'ai un autre médicament qui vient contrer les effets secondaires de celui-là, qui s'appelle le Lepticure et qui est assez commun quand on prend de l'Abilify. Voilà. Bonjour, alors moi c'est Sylvain. Alors la question du jour. La question des symptômes. Ah, on n'est pas fauché. Alors en quoi consiste le plan de prévention de la rechute ? Alors voilà une question qu'elle est bonne en fait, parce que on sait que la prévention à la rechute, en tout cas pour moi je le pense, c'est vraiment d'avoir une bonne mémoire et de savoir détecter ce qui a péché dans le passé, qui a amené aux dépressions, ou aux déprimes, ou au repli sur soi-même, à l'auto-isolement, l'auto-exclusion. Et de voir que en ayant un certain recul et une certaine expérience, se dire que de toute façon, on ne peut pas tout le temps échapper à la rechute. Du coup, sur le plan de prévention de la rechute, c'était ça la question, n'est-ce pas ? Moi, j'ai expérimenté de le faire à l'écrit, en fait, réellement d'utiliser un guide qu'il est possible de trouver sur Internet, qui s'appelle le GPS, le guide de prévention. Bon, je ne sais plus à quoi correspondent les initiales, mais c'est un guide de prévention de la rechute. Ça s'appelle aussi un plan de crise conjoint. Et donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, comme disait Sylvain, avoir la mémoire et donc se rappeler de ce qui s'est passé avant le déclenchement de la crise ou des crises qu'on a eues, pour trouver les points communs, pour trouver pas vraiment les symptômes, mais ce qui arrive même avant, les pré-symptômes, et qui se répètent. Et comme ça, on peut, à l'avenir, si ces pré-symptômes arrivent à nouveau, on peut réagir à temps peut-être et pouvoir éviter une rechute réelle. Par exemple, dans mon cas, j'ai noté que à chaque début de crise, j'ai une perturbation du sommeil et même ça va jusqu'à l'insomnie totale sur plusieurs nuits. Donc à présent que je l'ai bien identifié, je sais que si je fais une insomnie une nuit, je dois réagir tout de suite.
et pas attendre 2, 3, 4 nuits et que ce soit trop tard, que mon cerveau soit trop perturbé, fatigué, altéré pour pouvoir réagir. Donc pour moi, le plan de prévention de la rechute, c'est important pour ça, pour aller trouver toutes les petites causes qui peuvent nous amener à rechuter et les mettre noir sur blanc, être honnête avec soi-même. Et par la suite, ce plan aussi permet d'écrire, en tout cas le GPS dont je vous parle, permet d'écrire aussi noir sur blanc ce qu'on souhaite et ce qu'on ne souhaite pas en cas d'hospitalisation. Les personnes qu'on souhaite prévenir, les personnes qu'on ne souhaite pas qu'elles soient forcément au courant. On peut aussi écrire le traitement qu'on a et différentes autres choses qui ne sont pas des détails quand on est hospitalisé. Par exemple, son régime alimentaire, si on est fumeur, si on a une contraception, si on a d'autres choses à signaler qui peuvent être importantes pour les soignants de le savoir et qu'on ne sera peut-être pas en mesure de dire une fois la crise arrivée. Voilà, donc pour moi le plan de prévention de la rechute, c'est un document qui est vraiment très, très utile à faire, qui n'est pas simple à réaliser. C'est pas mal d'avoir soit une personne proche ou un père aidant ou un professionnel de santé, un soignant, qui puisse aider à rédiger, à être sûr qu'on a bien tout écrit, qu'on n'a pas oublié de choses, etc. Enfin, en tout cas, le faire seul, c'est un sacré travail d'introspection. Et du coup, c'est un outil qui n'est pas évident, mais qui me semble super important. Voilà. Moi, c'est Alice, et la question c'est: avez-vous fait des rechutes et savez-vous quelle était la cause ou les causes de ces rechutes? Donc j'ai eu 2 rechutes principales. Une directement après la première crise et la première hospitalisation, et une 4 ans après cette première crise et cette première rechute. Dans les 2 cas, mais de manière très différente, à chacune de ces rechutes, je ne prenais plus de médicaments La première rechute, ma psychiatre m'avait coupé tous les médicaments, donc c'était réellement un choix de la psychiatre pour des raisons médicales. Et ça a été le jour et la nuit. Donc j'étais habituée à ces médicaments, le sevrage n'a pas été fait de manière progressive, et du coup j'ai arrêté les médicaments, et 10 jours après, jour pour jour, je retournais en hospitalisation dans un état de délire plutôt total. La deuxième longue rechute, c'était un peu plus compliqué. Je ne prenais plus de médicaments, mais je les avais arrêtés petit à petit, à nouveau avec les conseils et le guide d'un psychiatre. Et ça faisait 6 mois que je les avais arrêtés. Donc je me pensais vraiment sortie d'affaires, en quelque sorte. Je pensais même que j'avais pas de maladie, vu que je pouvais vivre sans médicaments. Et donc, lorsque la rechute est arrivée, elle avait certainement d'autres causes. Mais moi-même, j'ai jamais réussi à les identifier toutes, ou en tout cas peut-être à m'avouer toutes les causes de la rechute. Mais il y avait dans les 2 cas, que ce soit l'apparition de la première crise ou les rechutes, toujours une période un peu de perdition. Une période où j'étais pas dans un moment simple de ma vie. Par exemple, un moment où j'avais terminé mes études et où je devais trouver du travail, mais que j'en avais aucune envie. Ou alors, lors de ma dernière rechute, j'étais dans un projet associatif professionnel qui était en train de tomber à l'eau à cause de l'arrivée du Covid. Et donc, tout devait s'arrêter. Tout devait s'arrêter, mais moi, il fallait que je continue à vivre et à avancer chaque jour. Sauf qu'il n'y avait plus rien à faire, d'autre que de se cloîtrer chez soi. Et en plus, j'étais à l'étranger, dans un pays d'Afrique subsaharienne. Donc c'était vraiment une période compliquée à gérer, avec des éléments dépressifs. Et aussi, malheureusement, un peu de consommation de cannabis. Voilà, donc entre les éléments dépressifs, le cannabis, la perdition, l'arrêt des médicaments,
Et bien d'autres choses avouables ou inavouables, ça fait suffisamment de causes pour expliquer nos rechutes. À suivre.